Chiara Mengozzi, parce que tous ou presque tous la connaissaient déjà ici. C'est l'une des deux organisatrices, c'est l'organisatrice, c'est-à-dire l'un des deux organisateurs de cette université d'été avec Andrei. Alors Chiara Mengozzi, je vais quand même en dire quelques mots. Elle est docteur en littérature comparée, postdoc, ici à Prague, auprès du CEFRES, et elle est en même temps enseignante-chercheuse au département de lettres modernes de cette université, donc de l'université Charles, où elle enseigne la littérature italienne et la théorie littéraire. Et parmi ses publications, on peut mentionner une monographie sur la littérature issue de l'immigration en Italie, qui portait pour titre « Narrazioni contese, 20 anni di scritture italiane della migrazione », paru en 2013. Et aujourd'hui, la conférence qu'elle va présenter s'intitule « L'angle mort de l'histoire », figure d'ailleurs derrière moi, « L'angle mort de l'histoire, penser au-delà de l'humain » avec Karel Čapek. Merci. Merci Arnaud. Voilà. Prenons au sérieux la théorie de l'Anthropocène. Malgré les divergences concernant la datation, la certitude de preuves stratigraphiques et l'identité de l'anthropos en question dans ce néologisme, il y a un large consensus au sein de la communauté scientifique sur la nature anthropogénique des actuels changements climatiques. Si la thèse de l'Anthropocène est vraie, nous serions entrés dans une nouvelle époque géologique où l'homme serait le principal agent de transformation environnementale. Les modifications introduites par l'homme auraient connu depuis la révolution industrielle, avec une forte accélération après la Seconde Guerre mondiale, un saut quantitatif et qualitatif capable de bouleverser les conditions de la vie sur la planète et entraîner des effets non prévus et non intentionnels dont l'ampleur et la direction restent encore à mesurer. Toutefois, s'il est incontestable que les facteurs anthropogéniques du changement climatique, l'usage des combustibles fossiles, l'élevage industriel, la destruction des forêts et tant d'autres, sont inhérents à l'industrialisation et au développement du capitalisme à l'échelle globale, on commettrait une grave faute si l'on voulait comprendre la crise climatique et ses effets dans cet unique cadre théorique. Car l'histoire du capitalisme et de l'industrialisation est radicalement humaine, tandis que le réchauffement climatique implique des processus planétaires, géologiques et biologico-évolutifs de longue durée qui nous dépassent tout en nous déterminant en tant qu'espèce. Autrement dit, la temporalité de l'histoire humaine est entrée en collision avec deux autres échelles temporelles, celle des temps géologiques et celle de l'évolution de la vie sur cette planète, ce qu'en anglais on appelle Deep History. Quelle leçon peut-on tirer du constat de cette collision entre ces trois histoires différentes en cours? Premier point, d'abord que nous ne pouvons pas nous permettre de déstabiliser les conditions qui fonctionnent comme des paramètres limites qui rendent possible et règlent notre propre existence, les cycles du carbone, la température de la planète, etc. Bien entendu, la vie sur la planète, soutiennent les paléoclimatologues, ça remettra sans doute, mais tout simplement après nous, selon une échelle temporelle non humaine. Deuxième point, que la maîtrise de l'homme sur ce qu'on appelle la nature, précisément au moment où elle se conçoit, cette maîtrise comme illimitée, se transforme dans la reconnaissance de l'impuissance humaine devant la masse des effets non souhaités de son action, inondation, désertification, dégradation de la biodiversité, d'où l'ironie intrinsèque à l'Anthropocène. Troisièmement, la prise de conscience de cette impuissance amène également à reconnaître que la planète et tous les éléments qui la composent ne représentent pas un arrière-plan inerte où peut se déployer notre action transformatrice sans que le cadre général ne soit affecté. La crise climatique et ses effets, au contraire, nous obligent à reconnaître la perturbante altérité et proximité des acteurs non humains. The fact that this planet has life and processes that support life, the story of Zoe, nous rappelle Dipesh Chakrabarti dans ses Tanner Lectures, only forces on us the recognition that however we strategize, the planet remains a co-actor in the processes that will delay or hasten climatic shifts.
Autrement dit, la collision entre les trois essors nommés auparavant, humaine, géologique et biologico-évolutive, continue Chakrabarti, leaves us with our sense of having been decentered from the narratives that we ourselves tell of this place. Quatrième point, ce sentiment de décentrement dont nous parle Chakrabarti est tout comme fait salutaire, dans la mesure où il permet de prouver l'insuffisance d'une perspective strictement anthropocentrique, responsable de la cécité de l'homme à l'égard de ce qui les conditionne jusque dans sa survie, et de prendre sérieusement en compte le fait qu'il y a d'autres sujets avec lesquels nous avons à composer un monde commun. La crise climatique, affirme Amitav Ghosh dans une passionnante publication intitulée The Great Derangement, The Climate Change and the Unthinkable, est une crise non seulement de la culture, car elle remet profondément en question désir et style de vie, mais c'est également une crise de l'imagination et de l'imaginaire, en particulier de ce que nous avons hérité de la modernité, puisqu'il est vrai qu'il y a une difficulté fondamentale foncière à dépasser l'anthropocentrisme. Il n'en reste pas moins que l'idée d'une planète adoptée, entièrement mesurable, contrôlée par les statistiques, soumise au calcul de probabilité, n'est qu'une invention assez récente. Or, c'est cette ambivalence entre nécessité et résistance à penser au-delà de l'humain, un parti foncière et un parti historiquement et géographiquement déterminé, que je voudrais mettre à l'épreuve à travers l'interprétation, la lecture, avec vous, d'un roman de Karel Čapek, à savoir La guerre des salamandres, qui était publié en 1936, au moment où l'écrivain, juste pour donner quelques indications, un écrivain, journaliste et dramaturge tchèque, avait désormais acquis une telle renommée nationale internationale que l'Académie suédoise était même prête à lui conférer le prix Nobel, quitte à hériter un petit peu Hitler, quand même, qui n'aurait pas vu de bon gré l'attribution du prix à un antifasciste comme lui, prix que Karel Čapek, comme vous savez, n'a jamais reçu, mais je vous raconterai l'anecdote par la suite. Bon, ce que je voudrais démontrer dans cette lecture de La guerre des salamandres, c'est d'une part la possibilité de réorganiser le contenu et les aspects formels du texte autour du rapport au non-vivant, au vivant non-humain, et de l'autre, la résistance opposée par tous les interprètes du texte à suivre, donc cette résistance à suivre l'expérience anti-anthropocentrique que le roman contemple, entre autres, en finissant tous par y voir exclusivement une allégorie de l'oppression de l'homme par l'homme, et notamment du nazisme. Autrement dit, ce que je vous proposerai par la suite, c'est une expérience de décentrement de l'humain à travers un exercice de rethématisation d'un texte. Voilà, c'est le but. Or, pardonnez-moi, mais un bref résumé de l'intrigue s'impose comme nécessaire. Je serai très bref sur cela et je passerai ensuite à cet exercice un peu. Or, dans un coin perdu de l'océan Indien, Vantoch, qui est le capitaine de la fameuse marine marchande tchèque, découvre par accident une espèce d'amphibien de taille moyenne, capable de marcher en position verticale et doué d'une certaine intelligence qui leur permet, ces animaux, d'interagir avec les humains. Un accord tacite entre ces animaux et le capitaine est aussitôt établi. Le premier, les animaux lui procureront des huîtres perlières, et tandis que le deuxième leur fournira des couteaux pour qu'ils puissent se défendre contre les prédateurs marins. Voilà. La nouvelle de cette découverte exceptionnelle se propage rapidement en Europe, objet de curiosité dans les jardins zoologiques et dans les cirques, disséqué dans les laboratoires, transporté et vendu dans le marché mondial comme main-d'œuvre bon marché. Les salamandres, c'est ainsi que ces animaux seront désormais identifiés par les hommes, deviennent, malgré elles, partie intégrante et moteur de l'économie capitaliste, jusqu'au point où les différentes nations s'en disputeront la possession en entrant en compétition pour le contrôle des ressources et des moyens de production.
Pour satisfaire les exigences humaines, la reproduction de salamandres s'intensifie. Leur évolution accélérée, toutefois, n'est pas uniquement de type quantitatif. Après avoir acquis les rudiments du langage et avoir adopté une sorte d'organisation sociale, les salamandres commencent à détruire les continents pour accroître l'extension des mers et des océans proportionnellement à leur population grandissante, mettant ainsi en péril la survie même du genre humain. Donc, dans les grandes lignes, ceci est le résumé, déjà orienté vers ma lecture évidemment, de La guerre des salamandres, qui est un roman moderniste de Karel Čapek qui appartient à la veine dystopique, apocalyptique de sa production, que l'auteur avait déjà inauguré en 1920 avec une pièce de théâtre que vous connaissez sans doute, qui le consacrera immédiatement à l'échelle mondiale, à savoir RUR, Rozumowi Uniwersalni Roboti, sur la révolte des robots, terme par ailleurs inventé par le frère de Karel Čapek, Josef, et qui, en dépit de la dérive du sens immédiate, subie immédiatement par la suite, ne désigne pas dans la pièce de Čapek des appareils mécaniques, mais plutôt des organismes biologiques artificiels. Ce ne sont pas des automates mécaniques, mais ce sont des androïdes faits de chair et eau. Or, la relative simplicité de cette histoire, de l'histoire de la guerre des salamandres, dans les premiers 3 quarts du roman, les salamandres sont à la complète disposition des hommes, à la fin, elles en deviennent leur principale menace, contraste en effet avec l'extrême complicité du récit, qui mobilise une galerie si vaste de personnages que la possibilité même de les classifier entre principaux et secondaires en est compromise, qui se déroule simultanément dans tous les endroits et villes du monde entier, qui alterne constamment narrateurs et focalisation divers. Donc il y a des témoins oculaires, il y a des zoologues, il y a des paléontologues, des historiens, des journalistes, et qui enfin recourt à un large éventail de genres littéraires et de registres. Ils sont parodiés, les romans d'aventure coloniale, les scénarios stéréotypés de films d'aventure de la florissante industrie hollywoodienne, les pamphlets politiques, les conférences académiques, la langue des journaux, les dépêches de ministres, les procès-verbaux des entreprises, les rapports scientifiques, etc. Donc, du roman en question, comme c'est un roman important pour la littérature tchèque, et non seulement, existent de nombreuses interprétations, mais dont les divergences me semblent, après tout, moins importantes que le point en commun. J'essaierai de synthétiser les principales assumptions pour des interprétations, disons, orthodoxes, pour qu'on puisse ensuite se détacher, commencer cet exercice de lecture, que c'est un exercice de décentrement de l'humain. Donc, tout commentateur, tout simplement, propose une interprétation allégorique du roman. Le salamandre ne serait rien d'autre qu'un prétexte pour mettre en scène les contradictions de la civilisation contemporaine et ne serait qu'un miroir des hommes. Voilà. Deuxième point, en ce qui concerne le contenu de l'allégorie, les analyses indiquent en effet 3 référents principaux. Donc, dans un premier temps, les salamandres représenteraient tous les damnés de la terre, le peuple colonisé ravagé par l'Europe, le sous-prolétariat exploité sans merci, les esclaves transportés dans la traite négrière, les Afro-Américains lynchés et toutes les minorités qui subissent des formes de discrimination. Dans un deuxième moment, elles incarneraient l'utilitarisme et la médiocrité de l'homme masse. Et enfin, dans la toute dernière partie du roman, celle que le lecteur de l'époque, de même que les lecteurs suivants ont principalement retenu de ce roman, les salamandres ne seraient qu'un expédient pour esquisser une satire du nazisme, vu que leur but serait d'accroître leur espace vital en conséquence de leur prolifération démesurée. Enfin, au niveau formel, tous les interprètes mettent en premier plan, à raison, la plurivocalité et la pluridiscursivité du roman comme stratégie permettant à l'auteur de multiplier les cibles critiques de sa critique, donc le militarisme, le capitalisme, le nationalisme, le colonialisme, le nazisme, etc. Néanmoins, tous les interprètes finissent tous non seulement par ponctuer, voire critiquer le caractère centrifuge de cette œuvre, mais aussi par négliger des autres traits formels qui me paraissent importants et dont le possible sens émergera par la suite. Premier point, c'est l'effet surprise dans l'agencement des événements rapportés.
ce qui est annoncé à la fin d'un chapitre comme probable développement de l'intrigue finit souvent par être démenti dans le suivant, ou presque systématiquement. Même juste avant la révolte des salamandres, les journalistes et les experts confirment que le monde n'a jamais été si près de la paix mondiale et d'un essor glorieux et pourtant paisible. Deuxième trait formel, disons, c'est la fréquente, et ça c'est très important, c'est la fréquente inversion entre les marges ou les périphéries et le centre du texte. Non seulement les notes en bas des pages prennent des proportions démesurées jusqu'à occuper plusieurs pages consécutives, mais aussi les lieux et les personnages apparemment secondaires deviennent plusieurs fois le feu du récit. C'est le cas de Prague, et c'est le cas d'un personnage assez naïf, drôle, secondaire, mais pourtant toujours présent, le seul à être présent du début jusqu'à la fin, le concierge Povondra. Or, ça niait la pertinence. Je ne veux pas nier la pertinence des interprétations allégoriques, bien sûr. Je voudrais montrer jusqu'à quel point sont-elles réductionnistes et symptomatiques, si vous voulez, de l'obstination de l'être humain de se considérer toujours comme le centre de l'histoire, dans le double sens de l'histoire, majuscule, et de l'intrigue dans ce cas. Dans la mesure où elle restitue toujours l'homme au centre d'un roman qui met en scène, entre autres, les conséquences désastreuses de l'anthropocentrisme au moment précis où l'ancienne aspiration de devenir maître et possesseur de la nature semble finalement accomplie. Et je lis un passage. D'un côté, l'essor de la civilisation, de l'autre, la nature éternelle et immuable. Cette frontière, mes chers auditeurs, est désormais en train de disparaître. Applaudissements. Quel étonnant spectacle. Bravo, notre globe est vraiment devenu une planète entièrement civilisée. Applaudissements enthousiastes. C'est ce qu'affirme le maire de Nice, l'un des nombreux personnages du roman, dans son discours introductif à la conférence qu'une salamandre particulièrement évoluée et cultivée aurait dû tenir devant un public de savants dans une longue digression du roman qui a probablement inspiré, je n'ai jamais trouvé cette référence, mais je crois que c'est ça, par le célèbre récit de Kafka, Compte rendu pour Académie. Or, dans ce récit, je le dis brièvement parce que la pertinence, ça va se montrer par la suite. Vous le connaissez sans doute, mais je vous dis quelques mots. Le singe, Perle Rouge, après avoir été capturé en Afrique occidentale, le singe est le narrateur de ce récit de Kafka, et comprenant que le seul moyen pour s'en sortir du triste destin que les hommes lui réserveront dans un jardin zoologique, s'entraîne à devenir comme les hommes, jusqu'au moment où il sera invité à donner une conférence aux illustres messieurs de l'Académie au sujet de son expérience de singe, se trouvant toutefois dans l'impossibilité d'en parler, quoi. Parce qu'il n'est plus un singe, plus simplement. Donc, un récit publié en 1917 que Čapek, je ne sais pas, je dois me renseigner, mais que probablement avait eu l'occasion de lire, il me semble. Or, le fait que dans toutes les analyses du roman de Čapek, le salamandre soit supprimé, voire refoulé comme référent, et recodé dans un ordre symbolique qui renvoie exclusivement à la condition humaine, peut être à son tour interprété comme un symptôme manifeste de notre difficulté, voire incapacité, de penser au-delà de l'humain. Il est possible, au contraire, que pour lire un roman, voilà mon hypothèse, qui s'amuse à renverser perpétuellement les centres et les périphéries du texte, de sorte à stimuler une autre perception de l'histoire, à rappeler que n'importe quelle interprétation de la réalité produit un écart, un angle mort dans le champ de la vision. Nous soyons poussés à allumer le projecteur sur ce qui, comme dans la lettre volée d'Edgar Allan Poe, est sous les yeux de tous, et pourtant reste invisible, à savoir les salamandres en tant que tels, en tant qu'animaux non seulement inconnus, insolites, mystérieux, mais aussi dangereusement semblables aux êtres humains. En d'autres termes, les salamandres, avant d'être une allégorie de peuples colonisés, des Afro-Américains, des Juifs, du subprolétariat et enfin, de manière surprenante, même des nazis, sont avant tout, en termes narratifs, des êtres vivants concrets que les êtres humains, dans une monstrueuse symbiose de barbarie et rationalité scientifique, classifient, considèrent à leur interdisposition, traitent comme s'ils n'étaient capables de souffrir ou comme si leur souffrance ne faisait pas de problème. Bref, comme s'ils n'étaient que des objets inanimés. Si
si l'on résiste autant que possible à la pulsion d'allégoriser, de voir dans les salamandres un simple miroir des conflits intra-humains, d'une part, les différentes parties du roman et tous ces cibles critiques démontreront leur intrinsèque cohérence et complicité, de l'autre, le roman de Čapek s'avérera être beaucoup plus actuel et perturbant de ce qu'il n'avait été considéré, dans la mesure où il se prête à être lu comme la mise en scène des conséquences partiellement imprévisibles qui se dégagent de la manipulation incontrôlée du vivant non humain, et non seulement comme une alerte contre la montée du nazisme, ce qui, bien évidemment, pour le lecteur tchèque de l'époque était la priorité, mais qui continue, à distance de 80 ans, à être retenu comme le seul contenu, voire comme le seul message du texte. Ne pensez pas que l'évolution qui a donné naissance à notre vie soit la seule évolution possible sur notre planète. Voilà, c'était décidé. Si j'écris La guerre des salamandres, la faute revient à cette phrase. Écrit Čapek dans un bref essai qui est devenu ensuite la préface du roman dans plusieurs éditions. C'est précisément cette hypothèse darwinienne, anti-essentialiste, anti-anthropocentrique, anti-téléologique, qui est à l'origine du roman. S'il est vrai que l'être humain, de même que toutes les autres espèces vivantes, est le résultat contingent de l'adaptation au milieu et de la sélection naturelle et sexuelle, alors nous ne pouvons pas exclure que dans d'autres conditions favorables, c'est toujours Čapek qui parle, un autre type de vie, disons une autre espèce animale différente de l'être humain, aurait pu devenir véhicule d'évolution culturelle. Comme dans l'origine des espèces, Darwin, vous le connaissez mieux que moi, mais il compare la sélection naturelle à la sélection artificielle pratiquée par les hommes. De la même manière, le roman de Čapek imagine que la rencontre sans précédent entre les êtres humains et les salamandres est le principal moteur de la rapide évolution de ces dernières. Toutefois, avant de faire propre les attributs des êtres humains et s'imposer comme alternatifs dans les rôles de contrôle de la planète, les salamandres passent à travers toutes les institutions dans lesquelles les animaux sont habituellement emprisonnés, examinés, torturés. Dans les jardins zoologiques et dans les cirques, les salamandres font d'abord l'objet de curiosités exotiques et ensuite elles sont laissées mourir de maladies, de nutrition, suralimentation. D'ailleurs, le zoo de Prague a été ouvert en 1931-32, donc c'était avant l'écriture de ce roman. Donc, dans les laboratoires, les plus illustres scientifiques mesurent la vie psychique des salamandres en pratiquant la vivisection de leur cerveau et s'amusent à mettre à l'épreuve leur résistance au froid, au chaud, à la faim, à la mutilation. Un animal de laboratoire, on lit dans un rapport scientifique, l'un de nombreux qu'on peut lire dans le roman, nous avons amputé les 4 membres et la queue. Au bout de 30 jours, il était à nouveau entier. Il est intéressant de noter qu'une salamandre à qui j'avais coupé la langue perdit en même temps l'usage de la parole et dut apprendre à parler. Si l'on ampute la tête d'une salamandre, si l'on tranche le corps entre le cou et l'eau du bassin, l'animal meurt. Par contre, on peut pratiquer l'ablation de l'estomac, d'une partie de l'intestin, de 2/3 du foie, d'autres organes, sans interruption de fonction vitale. Même la viande de salamandre se prête à être consommée par les hommes. Mangée crue, elle provoque de violentes douleurs, des vomissements, des hallucinations. Ces effets nocifs quand même disparaissent quand la chair est blanchie à l'eau buante. Nous avions ainsi mangé une salamandre que nous appelions Hans. C'était un animal intelligent et cultivé. Tous ces passages et beaucoup d'autres qui occupent, il faut le dire vraiment, une grande partie du roman et qui curieusement ne sont jamais cités par les interprètes, exemplifient, vous voyez, parfaitement la profonde complicité entre discours scientifique et pratique d'assujettissement des salamandres. D'une part, les différentes formes de vie ne peuvent pas être disciplinés sans un savoir qui les chosifie. De l'autre, tout savoir qui a pour objet ces êtres vivants, loin de produire une connaissance détachée, renforce le contrôle et se découvre au service d'intérêts nationaux, politiques, économiques particuliers. En fin de compte, on dit l'un des narrateurs, l'histoire naturelle de chaque nation eut ses propres mégalosalamandres et lutta avec acharnement sur le plan scientifique contre les mégalosalamandres des autres nations. C'est aussi pourquoi, jusqu'à la fin, l'aspect scientifique de ce grand problème des salamandres ne fut pas suffisamment éclairci.
Alors, dans les romans se développe une impressionnante quantité de formes de connaissances disparates, mais toute cette prolifération discursive finit par empêcher les êtres humains, en tant qu'espèce, de faire l'expérience d'une véritable rencontre avec cette altérité perturbante. Les lecteurs, par exemple, n'apprendront jamais la signification de leur principal rite, la guerre des salamandres, car les humains les attaquent à ce moment précis, quand elles semblent plus vulnérables. Pour être précis, le lecteur ne saura jamais si le terme de salamandre est véritablement approprié pour le définir et le classer. Le test scientifique se révèle en effet absurde et conçu sur mesure pour les hommes. Les théories proposées par les zoologues et les paléontologues, qui sont censés dévoiler l'origine mystérieuse de ces salamandres, s'avèrent pour la plupart des mystifications. Or, les théories les plus grotesques et drôles, ridicules sont proposées, y compris l'idée que le squelette des salamandres serait identique à celui d'un fossile qu'en 1726, un naturaliste suisse, Johannes Jakob Schötzer, qui est un personnage historique authentique, avait vraiment attribué à l'homme antédiluvien. Les principales sources d'informations sur ces animaux, c'est-à-dire les articles de journaux patiemment recueillis par ce personnage, le monsieur Povondre, les concierges, sont tantôt partiellement compréhensibles, écrits dans des langues inconnues, ou tantôt dans des langues inconnues, incompréhensibles, ou tantôt fragmentaires, puisque sa femme, Madame Povondra, femme au ménage, au foyer, à l'insu de son mari, embrûle de temps en temps une grande partie dans la cheminée pour faire face aux hivers tchèques, dont la rigueur est bien notoire. Et j'en sais quelque chose. Autrement dit, si le discours produit et diffusé par les journalistes, les scientifiques, les historiens des différentes nations ne nous donne que des informations contestables sur l'origine et la vie de ces animaux, il nous informe en revanche parfaitement sur le fonctionnement de la machine anthropologique, à savoir les dispositifs permettant la reconnaissance de l'humain à travers l'articulation d'une dichotomie fondamentale qui sépare l'humain de l'animal simultanément à l'intérieur et à l'extérieur et à l'intérieur de la catégorie de l'homme. Et c'est précisément parce que la violence contre les animaux est éthiquement admissible que l'animalisation des minorités ou des ennemis s'avère un efficace instrument d'oppression et que les salamandres se prêtent donc dans les romans à représenter toute forme de domination de l'homme sur l'homme. Dans le roman de Čapek, non seulement les salamandres incarnent le paradigme de la différence, mais la cécité de l'homme face aux cruautés infligées aux autres vivants, ainsi que les limites de notre capacité empathique, se trouvent également thématisées, ce qui contribue à expliquer probablement la marginalisation de ce thème dans les interprétations à venir. Les experts, au nom de l'objectivité scientifique, dissimulent, comme on l'a vu, systématiquement la violence de leur pratique dans un langage aseptisé, tandis que le personnage impliqué dans le commerce des salamandres affirme hypocritement que le transport de ces animaux est fait selon les règles de l'hygiène et sans porter atteinte aux sentiments humains. En résumé, la vie de ces êtres sensibles, conscients et intelligents est entièrement subordonnée à leur valeur d'utilité. Chaque salamandre, affirme Bondy, c'est l'entrepreneur qui transforme ce commerce dans un business global, est entièrement subordonnée à leur valeur d'utilité. Non, pardonnez-moi, je pensais lire la citation. À l'occasion, chaque salamandre, affirme Bondy, à l'occasion de l'Assemblée générale de son entreprise, qu'elle présente une certaine valeur économique, celle d'une force de travail qui ne demande qu'à être exploitée. Or, les seuls doutes, et c'est pour ça que je vous dis que le rapport entre le marge et le périph' du texte est important. Bien sûr, on peut le lire différemment, je pourrais vous donner d'autres interprétations, mais la chose importante, c'est que le seul doute concernant la légitimité de la conduite humaine sont soit soulevés par des personnages secondaires, comme M. Povondra, le concierge, soit relégués aux marges du texte, en note en bas des pages. Mais il convient de noter une fois de plus que la distinction entre personnages principaux secondaires est loin d'être certaine, que le naïf et insignifiant Povondra est le seul qui apparaît du début jusqu'à la fin, et tandis que les notes en bas des pages peuvent s'étendre sur des dizaines de pages et destituer de temps en temps, voire très souvent, l'intrigue principale. J'étais torturé par le doute, affirme dans le cadre d'une longue note un narrateur anonyme commentant un congrès scientifique parisien.
Avons-nous, dans un sens strictement scientifique, le droit de parler de notre vie intellectuelle? Je parle de la vie intellectuelle humaine, tant que nous n'aurons pas effectué l'extraction de nos lobes cervicaux respectifs ou que nous n'aurons pas tranché nos voies nerveuses sensorielles. Peut-être que ce salamandre était seulement en train de se défendre, demande Madame Povondra après les premières attaques des salamandres. Justement, grommela M. Povondra inquiet, une fois qu'elles se mettront à se défendre, ces créatures, ça ira mal. Tandis que les hommes politiques et les savants de toutes les nations nous assurent à travers des communiqués officiels que la maîtrise de l'homme sur les salamandres et la planète n'est pas menacée, à Prague, représentée dans le roman comme une capitale périphérique par rapport au véritable centre de pouvoir global, mais dont la centralité dans les intérêts géopolitiques de l'époque était bien évidente pour les lecteurs, dans le foyer d'une modeste famille, le concierge Povondra et son épouse anticipent l'intrigue qui s'ensuivra, faisant l'hypothèse de l'imminente destitution de l'espèce humaine et de ses privilèges. Et si une autre forme de vie commençait à traiter l'homme de la même manière dont les humains profitent des salamandres? C'est cet exercice de pensée anthropocentrique que la dernière partie du roman exhorte à parcourir jusqu'à ses conséquences ultimes. Et si les salamandres, dont les humains ont pu apprécier les extraordinaires capacités d'adaptation et d'évolution, ne faisaient rien d'autre que nous imiter pour mieux réagir aux épouvantables conditions que l'espèce humaine leur a réservées? Pierre Rouge, le singe de Kafka, que je nommais auparavant dans mon exposé, s'entraîne à devenir comme les hommes, non pas, et je cite, parce qu'il était séduit par l'idée de les imiter. Il n'y a rien de glorieux dans le fait de devenir humain, pour le singe Pierre Rouge, ni parce qu'il cherchait une issue, Ausweg en allemand, une alternative à la captivité dans les jardins zoologiques, parce qu'il a bien compris qu'il fallait devenir comme les hommes pour ne pas terminer ses jours dans une cage. Il se peut alors que le salamandre, défini comme une caricature de la société humaine par l'un des narrateurs, finisse par déployer une parfaite performance mimétique en dupliquant progressivement ces aspects de la civilisation humaine qui pourraient leur permettre de consolider leur position sur la planète au détriment des autres, le spécisme par exemple. L'hypothèse qu'une autre forme de vie pourrait un jour prendre le dessus et traiter les humains de la même manière que ces derniers se comportent envers les animaux n'est absolument pas une invention de Karel Čapek, vous le savez. Au contraire, cette hypothèse venait d'être mise en récit par l'un des fondateurs du genre de la science-fiction, H.G. Wells, dont l'œuvre était connue par Čapek qu'il avait dans sa bibliothèque, et qui avait publié en 1898 The War of the Worlds, la guerre du monde, un roman, comme vous savez, à succès immédiat, destiné à être réécrit et adapté de maintes manières, et qui fournira le canevas narratif d'une production littéraire et cinématographique pléthorique, ayant pour objet l'invasion de la Terre et la rencontre avec des créatures extraterrestres. La guerre du monde jette une sombre lumière sur l'assurance et la vanité de l'homme, européen surtout, qui se pense à jamais maître incontesté de la vie, de la matière, de la planète. And before we judge of them too harshly, affirme dès le début le narrateur, we must remember what ruthless and utter destruction our own species have wrought, not only upon animals, such as the vanished bison and the dodo, but upon its inferior races. Are we such apostles of mercy as to complain if the Martians warred in the same spirit? Le roman de Wells et celui de Čapek ne développent pas seulement l'analogie entre le traitement réservé aux animaux et celui que nous pourrions nous attendre de la part d'autres vivants, mais partagent également un sentiment général d'incertitude sur l'avenir de l'homme, sur sa prétendue indiscutable maîtrise de la planète. For that moment, affirme le narrateur, au moment où l'extension du genre humain semble inévitable dans la guerre du monde, I touched an emotion beyond the common rage of man, yet one that the poor brutes we dominate know only too well. I felt a sense of dethronement, a persuasion that I was no longer a master, but an animal among the animals under the Martian heel. The fear and empire of man had passed away. At any rate,
At any rate, commente le narrateur témoin à la fin du roman, whether we expect another invasion or not, our views of the human future must be greatly modified by these events. We have learned now that we cannot regard this planet as being fenced in and a secure abiding place for man. Dans la guerre du monde, les Martiens anéantissent l'homme avec la même indifférence que celle de ce dernier quand ils écrasent les fourmis. Ça, c'est une similitude utilisée dans le texte. Parallèlement, dans le roman de Čapek, les salamandres rendront aux humains la monnaie de leurs pièces. Toutefois, sur un point, les deux œuvres s'éloignent considérablement. Si chez Wells, la référence aux animaux n'est qu'une similitude n'ayant point de rapport de causalité directe avec ce qui arrive à l'homme, ce qui arrivera à l'homme probablement, dans le roman de Čapek, au contraire, ce qui menace l'existence de l'homme sur cette planète n'est aucunement un facteur extérieur impondérable, tel que l'arrivée des Martiens, mais ce sont plutôt les modifications que l'homme impose aux salamandres et plus globalement à la nature en l'entraitant de toiles de fond inertes où peut se déployer infiniment son action transformative. Nous sommes ainsi capables, au gré de cette thématisation alternative du roman que je vous propose, de resituer dans une constellation de sens cohérente et gravitant autour du rapport en non-humain d'autres détails du texte qui relèvent à la fois du contenu et de la forme. Il s'agit d'abord du fait que la destruction des littoraux, de métropoles, de continents entiers, causée par les salamandres à la recherche d'un espace marin proportionnel à leur nombre accru, se manifeste avant tout sous la forme de catastrophes géologiques, tremblements de terre et inondations, et que l'un des narrateurs insiste plusieurs fois sur ce point, à savoir qu'entre les hommes et les salamandres n'est probablement en cours aucune guerre dans le sens propre du terme, car la guerre est une affaire des hommes, mais les salamandres ne demandent rien, ne lancent pas d'appel officiel, se taisent, leur silence fait peur, leur prochain pas est imprévisible. Ne nous flattons pas trop de nos victoires sur la nature et permettez-moi de citer un auteur en œuvre un peu démodé. Elle se venge sur nous de chacune d'elles. Chaque victoire a certes en premier lieu les conséquences que nous avons escomptées, mais en seconde et troisième lieu, elle a des effets tout différents, imprévus, qui ne détruisent que trop souvent ces premières conséquences. Les faits nous rappellent à chaque pas que nous ne régnons nullement sur la nature comme un conquérant règne sur un peuple étranger, que comme quelqu'un qui sera en dehors de la nature, mais que nous lui appartenons avec notre chair, notre sang, notre cerveau, que nous sommes dans son sang. C'est précisément cette interdépendance profonde et en même temps insaisissable, unie à l'étonnement de ne pas être les seuls agents sur la planète, que ce soit conscient ou inconscient, peu importe, qui me paraît se manifester comme une sorte de cause absente dans l'enchaînement souvent contradictoire des événements rapportés dans le roman, dans la consternation, l'aveuglement et la paralysie de personnages, dans les prévisions systématiquement démenties, dans le tâtonnement interprétatif de tous les narrateurs et dans le ton dérisoire, voire l'ironie qui accompagne la probable disparition du genre humain. Dans ces traits formels et structuraux du texte, se sont probablement sédimentés, de manière plus ou moins intentionnelle, à travers une opération de transcodage textuel, les inquiétudes de Čapek et de ses contemporains, à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, face au pouvoir destructeur et autodestructeur de l'Europe, et dont la cause première, si l'on suit la logique narrative du roman, et on prend au sérieux, voire à la lettre, ces figures de style, serait la manipulation et l'exploitation déréglée des salamandres en tant qu'êtres vivants simultanément différents et semblables aux hommes, et dont la vie intérieure et l'existence matérielle restent pour nous opaques et impénétrables. La manipulation et l'exploitation déréglée de salamandres en tant que vivants non humains, après avoir longtemps refoulé et relégué au rang de simples prétextes figuratifs et narratifs derrière lesquels camoufler toute forme de domination et des conflits intra-humains, peut finalement retrouver sa place dans le processus de reconfiguration thématique au moment où l'urgence du présent et notamment la crise climatique nous exhorte à la soudaine reconnaissance des agents non humains qui affectent notre vie au-delà de notre capacité de contrôle et de prévision. J'ai presque fini, j'ai encore une minute. Après qu'un quart du continent européen s'est déjà écoulé sous l'effet de l'expansion des salamandres, qui se prête à inonder Prague aussi, ici sur le fleuve, il arrive les salamandres, Prague étant le centre idéal de l'histoire et du récit,
Dans le dernier chapitre, qui est intitulé « L'auteur discute avec lui-même », Karel Čapek, il y a tellement de narrateurs, donc il y a même un autre personnage, c'est Karel Čapek, entre dans le roman et prend la parole en première personne pour mettre en scène un dialogue interne à sa propre conscience et ayant pour objet la fin de l'histoire, dans le double sens du mot, fin du monde humain et fin du récit. Et tu n'as pas pitié du genre humain, se demande le double de l'auteur, hein, sa conscience déchirée. On ne pourrait pas les faire mourir, ces salamandres. On ne pourrait pas leur envoyer une maladie, une dégénérescence, continue sa voix intérieure. Toutefois, contrairement à la guerre du monde de Wells, où les Martiens, par un coup de théâtre, doivent enfin succomber au virus de la planète Terre, dans le roman moderniste de Čapek, aucune solution bon marché n'est envisageable, aucun Deus ex machina n'interviendra pour sauver les hommes des conséquences désastreuses dérivées de la manipulation indiscriminée du vivant. Trop facile, vieux frère. Pourquoi la nature devait-elle corriger la pagaille que les hommes ont sémée? Néanmoins, notre naturelle résistance à concevoir la vie sur la planète sans et après les humains est telle, naturellement, que des dizaines de solutions alternatives à l'extinction de l'humanité seront soupesées par l'auteur et par son double, sa conscience, qui parviennent ainsi à l'hypothèse selon laquelle les salamandres, désormais évolués de manière telle à devenir spéculaires aux hommes, pourraient s'engager dans une lutte intestine dont le résultat serait leur autodestruction qui permettrait aux survivants humains de recommencer à nouveau frais. Celles-ci, toutefois, ne sont rien d'autre que des spéculations parce qu'en réalité, le roman reste ouvert. Et ensuite, se demande l'auteur en son double dans la toute dernière réplique de l'œuvre, je ne sais pas plus long. Dans la pièce de théâtre RER sur le robot que je nommais au tout début de mon exposé, après la disparition des hommes, des humains, la vie en effet continuera grâce aux robots, nouveaux Adam et Ève, qui ont ayant découvert l'amour et probablement la possibilité de se reproduire organiquement sans l'intervention des hommes, qui donc ne détiennent guère le secret de la vie, comme ils prétendaient, un final dont le ton idyllique, bucolique, a été longtemps vilipendé par les critiques, mais que peut-être mériterait en revanche d'être réhabilité. De la même manière, dans la guerre de Salamandre, l'exercice de décentrement de l'humain est amené jusqu'au bout, jusqu'au seuil extrême du texte, où la fin de l'humanité, peut-être la fin d'une de ces possibles concrétisations historiques, la nôtre, ne coïncide ni avec la fin du récit, ni avec la fin de l'histoire. Merci. Voilà, alors on peut ouvrir la séance de discussion.